sommes reçus par Patricia Roffet. Et effectivement, nous sommes dans le 13e arrondissement, pas très loin de la rue de la Providence. Et Patricia Roffet n'est pas astrologue. Pas du tout. Mais est-ce que vous avez, alors je vous pose une question un peu idiote au début, comme ça, quelle notion et quelle idée vous avez de l'astrologie? Je m'intéresse beaucoup à l'astrologie, si jamais on vient m'en parler. J'y crois énormément. Mais moi-même, je n'ai pas été tentée de me pencher sur la question. J'ai été très très intéressée par la tarologie, les tarots de Marseille notamment. Et comme j'ai l'impression qu'on n'a pas assez d'une vie entière pour se perfectionner, pour l'instant, je n'ai pas le désir de me disperser et d'apprendre beaucoup de choses différentes. Alors je crois que vous êtes une pédagogue du tarot. Je crois aussi. Donc vous pouvez former des gens, par exemple des astrologues qui voudraient apprendre le tarot. Oui, tout à fait, je donne des cours, oui, oui. Alors est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la façon dont vous concevez votre enseignement? Vous avez une méthode progressive dans cette Bien classe? sûr, oui, oui, c'est très progressif. Je commence bien sûr par le basique, par l'explication de chaque carte, pour que ça soit un petit peu plus varié. On apprend aussi dès le premier cours certains petits jeux, et je pense que dès le premier cours, on peut un petit peu, avec des amis ou de la famille, tirer des jeux déjà en quittant dès le premier cours. Sans avoir forcément une connaissance approfondie des Voilà, cartes. tout à fait. Il faut laisser à ce moment-là son intuition. Voilà, et on ne peut pas aller aussi loin évidemment qu'au bout d'un an ou deux de cours, mais on peut déjà commencer et avoir des réponses. Alors évidemment, ça restera dans le domaine amical ou familial, oui, au début. Mais c'est très très progressif l'enseignement des tarots. Donc on commence par la signification des cartes. Et puis finalement, on se rend compte que au bout d'une vingtaine de cours, on a encore des choses à rajouter, des détails à rajouter sur chaque carte et sur leur signification. Sur les cours individuels ou collectifs? Individuel pour l'instant, et par rapport à mes élèves, j'espère faire des ateliers d'ici 6 mois. Ou pour le coup, voilà, ça sera collectif avec des personnes qui sont déjà assez solides. Alors, est-ce que ces élèves, ils ont vocation à devenir professionnels? En général, non. C'est voilà, plutôt pour elles-mêmes, personnel, et pour le faire avec des amis, dans des cadres un peu intimes. Mais alors, est-ce qu'il n'y a pas un risque de s'en servir trop souvent du tarot? Voilà, ça, après, bien sûr, ça peut devenir une sorte d'addiction. Donc ça, c'est à chaque personne de gérer. C'est très délicat. Il faut essayer de ne pas tomber dans l'absolu. Le tarot, à mon sens, est là pour aider à prendre une décision et non pas pour imposer une décision. Pour aider à réfléchir et pour aider à aller de l'avant. Quand ça devient une addiction, on n'est plus capable de réfléchir par soi-même et c'est très dangereux. Comment peut-on éviter cette dérive? Alors écoutez, là on tombe dans le domaine psychologique, je pense, parce que bien évidemment, enfin ça n'est pas le cas de beaucoup de gens de tomber dans cet excès. Donc il y a certainement une fragilité, un besoin de dépendance. Parce qu'en astrologie horaire, par exemple, il y a des configurations qui montrent qu'on ne doit pas tirer. Par exemple, si au moment où on fait le thème horaire, c'est pas le thème natal, mais le thème du moment, où on se pose une question, parfois, c'est la règle traditionnelle, il y a des éléments dans le thème qui peuvent dire non, il faut pas... Ça n'est pas le bon moment. Voilà. Donc au tarot, ce serait bien qu'il y ait la même chose, comme ça les gens tirent, ils se disent, est-ce que c'est le moment d'interroger le tarot?
c'est vrai que ceux qui ont de la chance peuvent le sentir un petit peu à l'instinct. Dire je le sens pas, j'ai pas envie de le faire, et dans ces cas-là, il faut surtout pas se forcer et interroger le tarot quand on sent qu'on en a besoin et envie. Mais après, évidemment, il peut y avoir certaines dérives par rapport à la fragilité émotionnelle de certaines personnes qui se raccrocheraient au tarot. Alors, à votre avis, on interroge qui quand on interroge le tarot, en fait? Quelles sont les forces, les instances qui s'expriment à travers le tarot? Alors là, je n'ai pas la parole divine pour le dire. Qu'est-ce qui nous aide à avoir des réponses qui sont étonnantes par leur justesse? C'est certainement notre cerveau qui, comme tout le monde le sait, ne fonctionne pas en totalité. Et donc, dans un coin du cerveau, on a la réponse et notre main se dirige vers les bonnes cartes. Alors, on pourrait se poser la question un peu paradoxale, c'est il y a des bons clients et des mauvais clients. Il y a des clients qui sont inspirés et qui tirent les cartes qui font vraiment sens. On peut imaginer un client qui n'est pas du tout inspiré et qui tire des cartes qui n'ont pas beaucoup de signification. Ça arrive, on ne va pas l'appeler mauvais client, c'est un peu réducteur et pas très gentil. Chaque personne qui vient consulter est dans la sincérité d'avoir envie de consulter. C'est vrai, ça arrive qu'il y ait des personnes qui tirent des cartes où on n'arrive pas à déchiffrer des réponses. Les mauvais conducteurs, on pourrait dire. Oui. Ben, c'est normal, je crois que d'ailleurs dans tous ces domaines de la divination, y compris en astrologie, on suppose que la personne capte les choses comme elle doit les capter. Parce que si elle ne les capte pas, ben, le travail du professionnel il va être hypothéqué. Bien sûr, et évidemment après il y a le risque que ce soit vers le professionnel qu'on se retourne, Ben oui. Et qu'on dise elle m'a pas bien répondu. Mais en fait c'est vrai que les vibrations passent, qu'il y a des liens qui s'installent et que tout le monde est un petit peu responsable de la réponse. Et le professionnel est là pour la lire, pour l'adapter et pour suivre à la fois une lecture précise et une inspiration personnelle. Oui, parce qu'en fin de compte, même si le client n'est pas un très bon conducteur, si le professionnel a un certain potentiel, il peut quand même en tirer quelque chose. On peut en tirer quelque chose. Ne serait-ce que par une forme de voyance, je ne sais pas. Il arrive qu'on ne puisse pas donner une réponse très précise parce que les jeux sont très contradictoires. Oui. Ça vient évidemment d'un état mental. Quelquefois, vous pouvez par exemple me consulter, me poser une question très précise, mais vous-même, vous ne savez pas exactement ce que vous souhaitez, si vous allez agir pour que la situation se dénoue ou si vous n'allez pas agir, etc., etc. Et à ce moment-là, il y a forcément des blocages. Oui, c'est-à-dire qu'on peut donner le bon conseil, mais la personne n'a pas forcément envie de le suivre. Oui. Alors là, c'est autre chose. Si on donne le bon conseil et que la personne ne le suit pas, c'est son libre arbitre, et heureusement que chacun garde son libre arbitre. Pour moi, c'est très important. C'est une trop grosse responsabilité de diriger la vie des gens aveuglément et qu'une personne s'en aille en faisant exactement tout ce que je lui ai dit. Oui. Il faut qu'elle en tire une philosophie de ce que je lui ai dit et après, elle adapte et l'idéal, elle filtre et elle voit elle-même ce qu'elle en tire et vers où elle a envie de se diriger. Oui, effectivement. Alors, c'est vrai aussi que la plupart du temps, les clients nous disent « j'ai pas fait ce que vous m'avez conseillé et ça n'a pas marché comme je le voulais », mais bon, c'est leur libre arbitre, c'est leur vie. C'est souvent comme ça, vous dites? Oui, ça arrive. Assez souvent. Mais vous avez quand même
vous le savez, ils vous en parlent. Ou alors vous les interrogez, vous leur téléphonez? Pas du tout. Mes clients sont fidèles, m'appellent, reviennent me voir, me tiennent au courant du... oui. Il y a un suivi quand même. C'est très intéressant à ce niveau aussi. Oui. Donc, en fin de compte, vous avez beaucoup de gens qui viennent vous... Parce que le tarot, il n'y a pas un tirage initial, en fait. C'est pas comme l'astrologie où il n'y a pas le thème natal sur lequel chaque fois, il y a quelque chose de nouveau qui se présente au tarot. Voilà, le tarot, c'est évolutif. Oui. Donc, on refait ne serait-ce que la grande roue du tarot, par exemple, qui vous parle sur un an. Eh bien, on peut la faire 2 fois par an. Oui. Vous voyez, c'est très évolutif, le tarot. Alors, on a la même chose en astrologie avec ce qu'on appelle la révolution solaire. C'est-à-dire qu'on fait le thème de l'anniversaire avec des configurations qui reviennent au moment de l'anniversaire. Le soleil étant revenu au même point, mais les autres planètes ayant changé. Alors, effectivement, d'ailleurs, l'astrologie aussi est évolutive, mais malgré tout, elle a quand même cette espèce de point de départ qui n'existe pas dans le tarot. Bien que je crois que dans certains cas, vous pourriez éventuellement avoir peut-être noter les tirages précédents. La différence assez légère, mais elle est là quand même, elle existe quand même entre le tarot et l'astrologie, c'est que les tarots sont très intéressants pour justement éclairer des situations et voir un petit peu ce qui va se passer et aussi donner des conseils. Bon, il y a des jeux qui donnent des conseils. Quelle est l'attitude à avoir? Quelle est l'attitude que les tarots nous conseillent dans ce cas-là? Donc il y a quand même une différence. C'est une base, moi, qui me plaît beaucoup d'ailleurs dans les tarots. C'est pas abstrait quand on en est à ces genres de jeux. Ça n'est pas abstrait. On voit vraiment un point donné qui tourmente la personne et on essaye de faire plusieurs jeux pour voir, enfin quelquefois un suffit, mais si un ne suffit pas, on peut en faire plusieurs pour voir comment éclaircir cette situation, s'il y a une possibilité de s'en sortir ou de contourner la difficulté. Et vous avez l'impression que l'astrologue, lui, n'a pas les moyens de le faire? Non, je ne juge pas l'astrologie. Comme je vous l'ai dit, je ne me suis pas penchée sur la question. Vous avez cette impression que c'est quand même un peu différent pour le tarot? L'astrologie me paraît un petit peu plus abstrait dans le sens de l'évolution précise à un moment précis et avoir une réponse. Vous savez, l'astrologie, elle a aussi les moyens de le faire, puisque on peut dresser l'état du ciel au moment où la question est posée. Et pour beaucoup d'astrologues, il y a ce qu'on appelle les transits, il y a des planètes qui passent sur le thème à un moment donné, ne serait-ce que la Lune, et donc par conséquent, ça peut être complètement actualisé en astrologie. Moi, mon domaine, c'est la tarologie, donc je ne vais pas m'aventurer. Non, mais il y a certainement des différences. D'abord parce qu'effectivement, le langage n'est pas le même. Moi, je dis parfois que le zodiaque est un tarot. Le zodiaque est un tarot, c'est quand même 12 symboles qui sont assez spéciaux, un peu comme les arcanes. Tout à fait. Et plus on avance dans l'étude des tarots, on voit des analogies avec l'astrologie. Ça ne se confond pas, mais il y a des analogies. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques-unes, Madame Groffet? Là, par exemple, cette carte est assez évocatrice. La carte du monde. Souvent, on dit que le monde fait penser un peu à l'astrologie. Oui. C'est quel tarot, ça, d'ailleurs? C'est le tarot de Marseille. Non, mais il est quand même été redessiné, c'est pas le tarot de Marseille authentique. C'est un jeu dessiné par Bruno de Nice. Sinon, j'ai aussi le jeu de Jodorowsky. Ah oui, alors lui, c'est un tarot très scientifique. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que il est très authentique. Oui. Essayer de retrouver. Vous pouvez me le montrer ici? Oui. Parce que moi, on entend beaucoup parler, mais je crois que j'ai jamais montré à la caméra. Il l'a fait avec Camoin, c'est ça? Oui, exact. Avec François Camoin. Parce que, effectivement, et vous-même, vous le connaissez un petit peu, Jodorowsky, enfin, je sais pas, vous l'avez jamais rencontré? J'aimerais bien le rencontrer. Vous savez qu'on le trouve, il travaille dans les cafés. Enfin, oui, dans les cafés, mais je crois que c'est toute une affaire, parce qu'il y a un monde fou. Oui, c'est ça. C'est un peu compliqué. Avant, c'était plus facile, il faisait des grands séminaires.
Alors, donc, Jodorowsky ressemble beaucoup au tarot de Marseille. C'est le tarot de Marseille. Non, mais je veux dire, il a un tout petit peu retouché, mais quasiment pas, en fait. Je me suis demandé qu'est-ce qu'il y avait de différent. Parce qu'ils n'ont quand même pas fait un tarot pour reprendre exactement le tarot de Marseille. Non, mais il a repris, parce que le tarot a été beaucoup remanié au fil du temps. Oui. Donc lui, s'est replongé il y a très longtemps. Enfin, il vous l'expliquerait mieux que moi. Mais j'arrive pas du tout à voir ce qui distingue un tarot de Marseille avant Jodorowsky de ce tarot de Marseille après Jodorowsky. Si vous voulez, tout à l'heure, j'ai des livres là-dessus. Oui, mais là, par exemple, moi, de mémoire, comme ça, je vois pas du tout la différence. Je sais qu'il a... vous voulez absolument qu'il y ait une différence? Parce qu'il a pu restituer ou corriger quelque chose, voyez-vous. Des couleurs, je crois. Alors, les couleurs ne sont pas tout à fait les mêmes, c'est ça? Il y a un exemple qui vous vient à l'esprit d'une couleur qui aurait été rajoutée. Donc ça, pour moi, c'est un tarot de Marseille classique. Jusqu'à preuve du contraire, je veux dire. Oui, tout à fait. Mais il y a peut-être quelques petits détails, mais je croyais que c'était plus marqué. Hein. Donc ça, c'est le tarot de Marseille, revu par Jodorowsky, mais enfin, pour l'instant, il est très proche de celui qu'on trouvait dans le commerce jusque-là. Il y a peut-être quelques détails qui font la différence. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il y a donc d'astrologique qui vous a frappé au cours de votre longue carrière? Je vous ai dit... il y a des cartes qui sont astrologiques un petit peu plus. La lune, l'étoile, voilà, mais bon, le soleil. non, mais je ne suis pas astrologue. Non, mais vous disiez qu'il y avait quelques éléments qui vous avaient frappé. Frappé, non. Tout me passionne dans les tarots, donc je vous disais que plus on avance dans l'étude des tarots, on voit aussi des points communs avec l'astrologie. Oui, justement, c'est ça que je voulais que vous développiez un peu plus, mais bon, apparemment, il n'y a rien de spécialement qui vous a frappé comme point commun. Non, il n'y en a pas un qui ressort particulièrement. Mais vous avez l'impression parfois que ça fait penser à l'astrologie? Oui, absolument. D'accord. Écoutez, alors donc, effectivement, oui, par exemple, on peut penser au Verseau, la plupart. Oui. La tempérance. Oui, mais bon, ça va plus profondément, parce que c'est aussi dans la signification. De même que les tarots ont beaucoup de points communs avec la numérologie, par exemple. Et est-ce que ça vous a amené à faire de la numérologie ou pas vraiment? J'en ai pas fait, mais ça m'intéresse beaucoup, la numérologie. Alors, il y a une approche numérologique du tarot, par exemple. Bon, je sais qu'il y a... Qu'est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots sur la dimension numérique du tarot, à part le fait qu'il y a 22 arcanes? Disons que, pour faire bref, parce que chaque arcane a tellement de signification que c'est là aussi très réducteur de donner un seul détail. C'est ce qui me gêne un petit peu. Oui, bien sûr. Mais par exemple, il y a, comme chaque arcane a un chiffre, il y a des ressemblances de vibrations et d'explications, souvent avec le chiffre en numérologie. Donc ça veut dire quelque chose pour vous? Voilà. Donc il y a des chiffres qui vous parlent quand même? Oui, bien sûr, oui, on étudie ça aussi quand on fait les tarots. Vous donnez aussi cette connaissance dans votre enseignement? Je ne peux pas tout mélanger, mais sur les tarots, vous voulez dire? Oui. Bien sûr. Pas dès le premier cours, ni dès le troisième, mais bien sûr. Donc par exemple, vous avez, par exemple, le 15. Le 15 pour vous c'est un chiffre, ou vous faites un 6, vous savez comment c'est? Non, c'est un chiffre, le 15. Mais il y a un chiffre qui est assez simple à expliquer, par exemple, c'est le 4 qui est l'empereur en tarologie. Donc l'empereur, enfin je ne vais pas vous faire un cours sur l'empereur, mais c'est quelqu'un d'assez carré. Déjà le 4 c'est un chiffre carré, bien entendu. L'empereur c'est quelqu'un de stable, de carré, d'inébranlable. Et si vous êtes par exemple en numérologie en année 4, c'est une année où souvent on travaille beaucoup, on a comme ça des activités un petit peu rigides, un petit peu sérieuses. Vous voyez, il y a déjà une analogie là, si on peut
voir ça un petit peu rapidement. Oui, en effet. Alors donc, vous pouvez parler vous tirez des cartes pour l'année. Oui, c'est ça. Il y a une carte qui va représenter l'année ou c'est plusieurs cartes? Non, je ne tire pas une carte pour l'année. Si vous me posiez une question, je vous fais un jeu. Par exemple, j'ai développé un jeu ici. Chaque carte a beaucoup de signification. Selon l'emplacement où elle est, la signification n'est pas forcément exactement la même. Et selon la question, également. Et après, c'est un tout. C'est un tout. La carte, les symboles, les couleurs, le chiffre, tout ça parle. Et avec tout ça, on fait une sorte d'amalgame d'où on tire une réponse. Parce que les études sont longues pour apprendre la tarologie. Donc c'est après que vous connaissez bien chaque carte et qu'elle vous parle. Et finalement, quand vous lisez un jeu, vous n'entrez plus dans ce genre de détails. Là, je ne vais pas me dire, là j'ai la papesse, c'est le chiffre 2, donc le 2 chez tel chiffre, etc. Après, c'est beaucoup plus au niveau de ce que j'ai appris et de ce que je ressens. Oui, pour donner une réponse. Oui, vous avez passé ce stade. Voilà. Bien sûr, c'est normal. Mais qu'est-ce que je voulais dire bon, effectivement, alors moi j'essaie toujours de comprendre. Alors, il faut développer des qualités particulières pour devenir un bon tarologue. Il y a des exercices à développer, je ne sais pas. Je pense qu'un bon tarologue a déjà beaucoup d'intuition, beaucoup d'empathie. Il doit être capable de rester totalement neutre par rapport à la personne qui est devant lui, à ce qu'elle est et à ce qu'elle vit. Et ça, c'est peut-être quelquefois le défaut de certains tarologues. D'après les clientes que j'ai eues, il arrive qu'un tarologue, heureusement un peu nombreux, je suppose, s'investisse dans l'histoire de la personne. C'est très dangereux. Donc, il faut rester totalement neutre par rapport à la personne qui est devant nous, avoir beaucoup d'empathie, avoir envie de l'aider, quelle que soit son histoire et quelle que soit la nôtre. Et effectivement, je pense que quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'intuition ne pourra jamais devenir tarologue, même pour lui-même. Alors, l'intuition, c'est quoi, à votre avis? L'intuition, c'est des images qui viennent à l'esprit? C'est quoi, l'intuition? L'intuition, alors là, pour donner une définition de l'intuition, évidemment, les gens se rendent compte s'ils ont de l'intuition parce que il leur arrive extrêmement souvent de penser à une personne et une heure après, elle se manifeste, oui, à des événements. Et ça arrive comme ça, donc c'est comme ça que les gens comprennent qu'ils ont de l'intuition. Ce qui est différent des médiums qui ont des flashs ou qui entendent des voix, etc., des médiums purs. Donc il y a à la fois un savoir extrêmement précis qui se développe et qui donc est... Et puis il y a une intuition sur le moment. Oui, qui est là depuis toujours et qui effectivement, la frontière est, on ne sait pas où est la frontière entre l'intuition très développée et la médiumnité. Oui. Et à ce moment-là, la médiumnité, ça veut dire que vous êtes entré en contact avec, non seulement avec votre propre cerveau, mais avec d'autres entités. Voilà. Vous, ça vous gêne pas de ne pas savoir exactement qui vous donne les connaissances que vous avez? Pas du tout. Mais je suppose que c'est ma grand-mère parce qu'elle faisait ce métier-là. D'accord, oui, on entend souvent ce genre de filiation, ça, effectivement. Vous l'avez connue, votre grand-mère? Bien sûr, elle m'a élevée en grande partie. Et vous l'avez vue travailler? Tout à fait. Je l'ai vue travailler parce que quand j'étais petite et que si j'étais malade, si j'allais pas à l'école, elle me mettait dans son lit et comme c'est dans sa chambre qu'elle recevait ses clients et qu'elle en avait plusieurs chaque jour,
j'observais pas, mais je l'ai vu travailler. C'était dans quelle région? En Bretagne. Ah, d'accord. Et votre mère, non? Du tout. Oui, ça passe souvent des grands-parents aux petits-enfants, effectivement. Elle avait le même jeu que vous? Elle avait toujours le tarot de Marseille? Non, elle avait plusieurs jeux, c'était autre chose. Je me suis pas penchée sur la question très jeune, en fait. J'avais autre chose à vivre, mais elle avait plusieurs jeux. Elle travaille avec le tarot ou avec les cartes normales? Avec les cartes. Oui. Avec le jeu de Mademoiselle Lenormand. Ah oui, aussi. Avec ça beaucoup de jeux. Beaucoup de jeux. Oui, ça me... Vous les avez récupérés, ces jeux? Non. Vous savez ce qu'ils sont devenus? Non. C'est ma tante qui les a récupérés parce que ma tante les lui achetait à Paris dans des boutiques spécialisées. Ah oui, oui, bien sûr. Mais je crois qu'ils ont disparu. Mais vous seriez digne de les avoir, oui. Effectivement, oui. Alors ce tarot, en quoi il est différent du tarot de Marseille, ce tarot Mais non, vous m'avez posé la question. Je parle de celui-là. Là, c'est Bruno de Nice. À votre avis, qu'est-ce qu'il a apporté de particulier? Écoutez, c'est difficile à dire parce qu'il y a des tas et des tas de tarots différents qui ont quand même pour base le tarot de Marseille. Oui, bien sûr. Alors, il est bien celui-là. Moi, je le lis de la même façon que je lis celui de Jodorowsky, mais d'abord, je l'ai trouvé joli, lumineux. C'est vrai. Et Bruno Denis. C'est agréable de changer. Ça met des vibrations à chaque fois. Vous le connaissiez, ce Bruno Denis? Non. Vous ne savez pas s'il est toujours... Oui, il est en vie, oui. Il travaille dans quelle région? À Paris. Ah oui? Oui. Oui, c'était pas lui qui l'a fait dessiner, il a peut-être fait dessiner, mais c'est pas mal, je le connaissais pas. Oui. Bravo, effectivement. Alors, le tarot, bon, c'est vrai pour un astrologue, le tarot, on ne sait pas très bien... non seulement d'où il vient, mais on ne sait pas très bien on ne sait pas comment il est construit. Oui, alors au niveau des origines, alors qu'est-ce qu'on peut en dire à votre avis? On ne sait pas. On sait qu'il a été remanié plusieurs fois au fil du temps, qu'il a été interdit, etc. Mais exactement l'origine, le point de départ, on ne sait pas. Mais est-ce qu'il y a, parce que vous savez qu'en astrologie, on classe beaucoup les signes par les signes de feu, les signes de terre, les signes d'air, les signes d'eau. Est-ce qu'on peut classer d'une manière ou d'une autre les 22 arcanes en groupe, ou en sous-groupe, ou en catégorie? Est-ce que ça peut aider déjà de commencer à dire, voilà, il y a tel... Par exemple, quand vous parlez des arcanes, vous les étudiez, vous les prenez dans l'ordre, ou bien vous les regroupez? Comment vous faites? Écoutez... Là, on ne parle pas du tirage, on parle de l'enseignement. Oui, voilà. Oui. Alors... Pour l'enseignement, je ne les regroupe pas par catégorie, mais ce qui est intéressant, c'est que quand on étale le jeu des tarots, on voit qu'il démarre, alors certes, au mat, moi j'ai eu l'habitude de le faire démarrer au mat, qui est un petit peu l'incertitude, qui n'a pas de numéro, donc oui. il peut être 0 et il peut être 22. Vous le mettez avant le battleur en fait? Moi oui, mais je sais que certaines... D'ailleurs dans le jeu de Bruno Denis, je crois qu'il a le numéro 22. Mais ce qui est intéressant, c'est que le numéro 1 et le battleur, si vous étalez dans l'ordre, c'est-à-dire la jeunesse, le début, on va vers la vie, et le dernier... et le monde qui est donc l'accomplissement et la totalité. Alors après, on étudie dans l'ordre numérique. Oui, dans l'ordre numérique. Oui. On peut tout faire, on peut bien sûr mettre par catégorie, par personnage, par événement. C'est extrêmement riche le tarot. Ce que j'aime faire quand la personne vient pour son premier cours, oui. C'est, comme on étale le jeu dans l'ordre numérique, lui demander quelles sont les cartes qui l'interpellent en positif et en négatif. Ah oui, alors vous lui montrez carrément. Ah elle vient avec un jeu, on étale le jeu, mais elle l'étale. Du côté de la Ah oui, bien sûr, parce qu'elle vient pour un cours, elle ne vient pas pour se faire des tirages. C'est différent. Donc on l'étale par ordre numérique, donc c'est calculé, et du côté de l'image.
et elle peut me sortir 2 cartes qui l'interpellent particulièrement en positif et 2 cartes qui lui donnent une sorte de rejet ou de peur. Et on peut commencer par passer quelque temps sur ces cartes-là. Oui, c'est un enseignement qui dépend de la personne, en fait, quelque part. Qui est en accord avec les premières impressions de l'élève. Oui et non, oui, mais c'est assez intéressant comme démarrage, parce que je pense qu'on fait corps avec son jeu de tarot, donc déjà démarrer sur des sentiments, je trouve ça beaucoup plus intéressant que voir à froid. Alors le numéro 1, on va écrire les significations, etc. Oui. C'est beaucoup plus vibratoire. Oui, parce que c'est les cartes qu'on a choisies, qu'on s'est choisies. De même que les gens en astrologie, ils aiment bien travailler sur leur thème. Voilà, et puis commencer tout de suite par y mettre du sien, y mettre de ses propres sentiments et de ses propres vibrations. Donc à la limite, vous demandez à la personne de quelle carte voulez-vous qu'on commence à parler, en fait. Non, je lui demande, dites-moi lesquelles vous interpellent en bien. Oui. Et après en mal aussi, oui. Et parfois, c'est pas du tout les mêmes. Oui. Parfois, il y a des cartes qui sont bonnes pour l'un et mauvaises pour l'autre, à la limite. Globalement, parce qu'il y a comme des cartes qui ont une impression. C'est vrai que la mort, par exemple, ils ne vont pas la prendre comme bonne carte, même si, quelle que soit la personnalité. Voilà, mais c'est vrai que quelquefois, on a des surprises aussi. Oui. Quelle carte qui est ambiguë, qui est parfois bonne, parfois mauvaise, par exemple, aux yeux des gens. Mais il y en a plusieurs. Celle qui serait la plus ambiguë, le diable, est-ce que quelqu'un va sortir? Elle fait assez peur à beaucoup de gens, alors qu'elle n'est pas si mauvaise. Laquelle? Le diable. Ah oui. Celle-ci peut être ambiguë, l'ermite. Et la roue de la fortune aussi. Oui. Tout ça dépend de son propre vécu. Oui. Mais justement, moi je connais une personne qui travaille aussi dans ce domaine-là. Je crois que c'est Marielle Frédéric Turpot. Et elle me disait carrément qu'elle demandait aux clients de choisir les cartes. Ah oui. C'est-à-dire que... Alors, parce que pourquoi? Pour faire des jeux... Même pour le... Oui, la limite, la personne sort les cartes, oui. Elle les voit. C'est vrai qu'on est un peu choqué, cette idée de cartes qu'on ne voit pas. C'est justement ça qui, moi, me passionne. C'est que vous ne voyez pas les cartes, vous sortez celle-là, 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 et vous tombez juste. Et c'est ça qui est fascinant. Oui, c'est vrai. Et justement, au contraire... si une personne voit une carte s'il y a eu une maladresse, il faut ou recommencer ou la cacher. Il faut, parce que on se dirige. Il y a des clients qui réfléchissent longuement. Ah là là, si je prends celle-là, j'ai envie de prendre celle-là, mais peut-être que la réponse n'est pas bonne. Voilà. Alors parce qu'elle ne voit pas la carte. Mais en fait, on n'est pas venu pour avoir une réponse bonne, on est venu pour avoir la vérité. Moi, si on me montre les cartes, je vais sortir que des bonnes cartes. J'ai envie. Si je demande, est-ce que je vais trouver un bon travail rapidement parce que j'en cherche un? Est-ce que mon amoureux va revenir vers moi? Parce que ce sont des questions un petit peu bateau. Si on me montre le jeu, je ne vais pas prendre des mauvaises cartes, bien évidemment. Or, si je ne vois pas le jeu, je vais prendre peut-être, sans doute, les cartes qui vont répondre la vérité. Alors justement, je voudrais vous poser une question qu'on a abordée, mais que je n'ai pas approfondie avec vous. C'est, vous dites que c'est quelque chose dans notre cerveau qui nous permet de donner les réponses, c'est ça? Oui. C'est ce que je crois. Et donc notre cerveau, il pourrait répondre à ces questions. Quelle capacité il aurait de pouvoir dire ce qui nous attend? Vous savez donc qu'on n'exploite qu'une petite partie de notre cerveau. Mais après, quelle est la faculté qui permet de dire que des choses... Parce que quelque part, on sait tout, mais on n'utilise pas cette partie du cerveau. Mais on sait tout, et sans voir les cartes, on prend les bonnes. Alors qu'on ne les voit pas. Mais savoir tout, c'est savoir... Donc savoir déjà, donc c'est comme si les choses qui allaient se passer étaient déjà écrites. Oui, c'est écrit, bien sûr. Déjà arrivées. Oui. Donc on vit des choses qui sont déjà arrivées.
écrites en tous les cas. Sont déjà écrites, mais alors elles sont écrites par qui? Alors c'est à chacun de décider, par Dieu, par le destin. C'est le karma, c'est quoi Le karma. Donc en fin de compte, quelque part, les choses sont déjà écrites. En fait. Elles sont écrites, mais elles ne sont pas toujours inéluctables. Ah. Et c'est à ça que servent les tarots, enfin en partie, je suppose, c'est ce que je disais tout à l'heure. Si on peut ou éviter ou contourner ou adoucir certaines difficultés. Oui. Alors voilà, donc on fait... on y arrive, alors donc finalement, est-ce que ça veut dire simplement qu'on se prépare mieux, c'est ça? Le tarot aide à se préparer ou est-ce qu'il aide à modifier? Se préparer ou modifier. Et la preuve, c'est ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, les clients qui me disent « j'ai pas fait comme vous m'avez dit » et évidemment, ça s'est mal passé. Oui. Voilà. Ça s'est mal passé, c'est-à-dire que la personne n'était pas en phase, en accord avec le cours des choses. Enfin, quand ça s'est mal passé, ça veut dire quoi à votre avis? Ça veut dire, souvent les personnes viennent parce qu'ils ont un ou plusieurs problèmes à résoudre, vous êtes d'accord? Oui. Donc on peut prendre un cas très banal de recherche de travail ou de recherche d'amoureux. Recherche de travail, si par exemple la personne a un entretien le lendemain et qu'elle me demande quelle doit être mon attitude à cet entretien, que moi je sors le jeu qui répond à la question, je le lui explique et elle fait le contraire de ce qui sera sorti et de ce que je lui aurais conseillé. Et voilà. Alors dans ce cas-là, on pourrait répondre, Madame Roffet, que si la personne a la bonne attitude, ça va bien se passer. Ah ben, mais de l'autre côté, si l'entretien est négatif, ça va pas mal, de toute façon, ça ne va pas bien se passer. C'est-à-dire, avec des si, on peut aller loin, mais c'est vrai que j'ai constaté que les personnes qui me donnent des nouvelles, quand elles suivent les conseils du tarot, ça se passe bien pour elles. C'est-à-dire qu'elles trouveront une façon que les choses se passent bien. Donc on ne peut pas dire a priori que l'entretien ne va pas bien se passer. Parce que je leur aurais donné des conseils. Par exemple, pour un entretien de travail, les tarots vont peut-être répondre que ce rendez-vous où la personne va se rendre demain, elle va tomber sur quelqu'un qui est très bavard, donc il va falloir qu'elle soit beaucoup à l'écoute. Tous les cas de figure peuvent se présenter. Donc en vous écoutant, Patricia, on a l'impression que quand on vient vous voir, par rapport à une question donnée, il y a une bonne façon d'agir qui fera que les choses se passeront correctement. Voilà, où elles se passeront correctement, ou justement, elles ne se passeront pas parce que c'était pas bon pour la personne. Mais de toute façon, le résultat ira toujours dans le sens de ce qui est bien pour la personne qui est venue me voir. Ah oui, c'est-à-dire que si ça se passe, s'il n'y a pas de résultat, c'est préférable en fin de compte. Oui. Comme si vous rencontrez quelqu'un et qu'il n'y aura pas d'issue, c'était pas la personne qu'il fallait. Voilà, je parle par expérience en fait, par rapport à toutes les retombées que j'ai eues de mes clients. Oui. Donc dans certains cas, au fond, vous pourriez presque dire à l'avance, c'est pas la peine. Oui, ça m'arrive de le dire, bien sûr. Ça m'arrive de dire c'est pas tellement la bonne direction, mais ceci dit, je laisse quand même leur libre arbitre parce que je ne veux pas être directeur de leur vie. C'est-à-dire que la personne doit faire son expérience, effectivement, et mais ça l'aide, ce que je lui aurais dit va l'aider. Oui, ça va la protéger, même éventuellement. Ouais. Alors justement, je fais une petite parenthèse. Est-ce que parfois, parce que c'est vrai quand on arrive dans le domaine de la divination, et encore l'astrologie, on dit, certains astrologues diront que ça n'est pas de la divination, il y a quand même tout un débat là-dessus. C'est scientifique. Pourquoi l'astrologie n'est pas une divination, c'est un vaste débat. Mais il y a aussi des praticiens qui, eux, vont vous dire
comment, en quelque sorte, par exemple, comment faire que les choses se passent bien, quoi. Comment, par exemple, en portant une amulette, un talisman, en faisant des prières. Est-ce qu'il y a des procédés qui permettent justement en faisant appel à ces anges, bien sûr, ces anges gardiens, enfin, oui. Il y a des tas de procédés qui permettent que les choses s'arrangent mieux qu'elles ne l'auraient fait autrement. Bien sûr. Oula, qui est-ce? Excusez-moi. Je voudrais vous poser une petite question. Est-ce que vous rencontrez parfois des tarologues? Oui. Comment ça se passe quand un tarologue rencontre un autre tarologue? Est-ce qu'il y a des colloques ou est-ce qu'il y a des... Ça s'est fait dans quel cadre, des rencontres? Moi je suis amie avec les tarologues. C'était mon entourage quand j'ai appris la tarologie. Oui. Donc nous sommes restés amis. Sinon, quelquefois, des tarologues me contactent pour des activités. Parce qu'on vous figurez dans certains guides, c'est ça? Oui. Donc les gens vous connaissent un petit peu plus que la moyenne. Oui. Comment ça s'est passé, cette prestation pour le guide? Je ne sais pas si c'était le guide de la voyance ou c'est le guide de... C'est quelqu'un qui m'a envoyé la journaliste. C'est dans quel guide que vous êtes? C'est dans le guide de la voyance d'Anne Placier. C'est ça, qui est paru au mois de mai dernier. Oui. Donc là, c'était pas elle qui s'est déplacée. Si, elle est venue, mais je ne la connaissais pas. C'est quelqu'un qui me l'a adressée. Qui lui a fourni mes coordonnées. Voilà, c'est ça. Et effectivement, après, elle vous a dit qui elle était, c'est ça? Ah bah oui, dès qu'elle m'a appelée, non, elle a été très honnête. Avant même le début de la consultation. Oui. Ah oui, elle est venue en rendez-vous, sachant, elle m'avait dit qui elle était. Ah, oui, je savais qui je recevais. Ah, oui, non. Oui. Je crois que c'est pas toujours comme ça. Elle a été, non, ça a été assez clair. Ça dit quand même, vous avez un peu plus de trac que par rapport à un client habituel. Non, pas vraiment. Elle est charmante d'ailleurs, elle est très, très à l'écoute. Le seul bémol, c'est que je l'ai envoyée à une amie à moi aussi. Et quelque temps après, elle a appelé mon amie pour lui dire, vous savez, vous m'aviez annoncé ça. Et bien effectivement, c'est arrivé. Et en fait, c'est moi qui lui avais annoncé. Elle a confondu. Voilà, ça m'a un petit peu déçue de la part d'une journaliste. Et l'autre, elle en parle aussi de cette autre amie? Non? Oui. Ah d'accord. Oui, effectivement. Alors on était en train de parler de... Alors parce qu'il y a quand même, si vous voulez, dans le tarot, il y a ce qu'on peut appeler, il y a des bonnes et des cartes qui sont visiblement pas très heureuses. Oui. C'est ce qui fait un petit peu la différence avec... Enfin en astrologie aussi, mais c'est moins marquant. Il y a des planètes qui sont pas très bonnes non plus. Souvent, les astrologues utilisent certaines planètes comme des choses assez peu... on peut aussi avoir des mauvaises planètes par moment dans sa configuration astrale. Oui, quoique, vous savez, ça c'est un débat, parce que en fait, l'astrologie est quelque chose de cyclique, donc normalement, tout ce qu'elle annonce a sa raison d'être. Donc le mal, comme vous disiez tout à l'heure, le mal c'est quand les choses ne se passent pas comme elles devraient se passer. Quoiqu'il y a quelquefois dans la vie des coups durs, ma foi... qui sont nécessaires, c'est ça? Je ne sais pas s'ils sont nécessaires ou pas, mais en tous les cas, ils ont lieu. On peut pas tout le temps... Ils ont lieu, mais justement, l'astrologie, c'est ce qui limite, c'est ce qui fait la limitation de l'astrologie. Normalement, un astrologue devrait travailler uniquement sur les choses qui ont vraiment une raison d'être, et puis il passerait éventuellement au tarot pour voir s'il n'y a pas des éléments qui viennent perturber. On ne peut pas toujours perturber. Si par exemple votre maman est très très âgée et très gravement malade, vous n'y pourrez rien à son départ. Voyez ? Oui, mais ce départ doit avoir lieu un jour, mais on ne sait pas quand,
il n'a pas de nécessité absolue, si vous voulez. Non, non, mais je vous parle dans le cas où, par exemple, elle est extrêmement âgée et extrêmement malade. Oui. Bon. Donc là, les tarots n'y pourront rien. Les tarots, oui, c'est ça. À part vous préparer psychologiquement. Oui. Non, mais justement, le problème, c'est qu'il y a des gens qui font de l'astrologie et pas de tarot, et des gens qui font de l'astrologie et du tarot. Les gens qui font de l'astrologie et pas de tarot, souvent, ils utilisent l'astrologie un peu comme un tarot. Et les gens qui font de l'astrologie et du tarot, ils font de l'astrologie d'un côté et du tarot de l'autre. Donc, si vous voulez, il y a aussi une dérive à propos de l'utilisation, une certaine manipulation de l'astrologie de façon divinatoire. Comme vous disiez vous-même, l'astrologie devrait rester ce qu'elle est, être une science, et ne pas rentrer... Parce que quand on rentre dans les cas individuels, on est moins dans la science. La science, c'est le général, c'est la règle générale, c'est la norme, la science. C'est pas le cas particulier. Bien que je ne sais pas, est-ce que vous utilisez le tarot, par exemple, pour connaître l'histoire de l'avenir de la France, par exemple, ou des choses d'ordre général qui concernent... Oui, on peut le faire, bien sûr. Oui, oui, on peut regarder. Par exemple, quand il y a eu les élections... Oui. De temps en temps, comme je m'entraînais, ma famille m'a demandé qui sera élu. Et ça s'est passé comme je l'ai vu. Et après, quand les élections ont eu lieu, j'avais fait un petit jeu sur Sarkozy. Et entre autres, j'avais vu qu'il allait avoir un coup dur. Et effectivement, il y a eu son divorce. C'est entre autres, parce que bien entendu, je n'ai pas vu que ça et je ne me souviens plus. On peut s'en servir, bien sûr, pour voir. Là, c'était quand même par rapport à un personnage bien précis, même si c'était d'ordre... C'est l'exemple que je vous donne, mais parce que, de toute façon, vous poserez toujours une question précise. Vous n'allez pas poser la question au tarot dans quel sens va la France, dans quel sens va le monde. Alors là, vous n'aurez pas vraiment une réponse très claire. Parce que qui est capable d'en... Parce qu'en fin de compte, pour revenir à votre exemple, nous avons dans notre cerveau, imaginons, des informations concernant nous, ce que nous sommes nous, ce qui va nous arriver nous. Pas forcément concernant ce qui est arrivé à d'autres personnes. C'est pas ça. Vous pouvez faire des jeux sur des célébrités, vous aurez des bonnes réponses. Vous pouvez faire sans que la personne soit là. Complètement. Ah oui, d'accord. Alors à ce moment-là, c'est vous-même qui avez l'information en vous. Ce que je veux dire, c'est que quand on a question vague, réponse vague, à question mal posée, réponse mal posée. Si vous demandez dans quel sens va la France, qu'est-ce que vous voulez qu'on vous donne comme réponse ? Parce que peut-être des choses vont aller très bien, des choses vont aller très mal, des choses vont aller qu'à. Comment voulez-vous avoir une réponse claire ? Oui, mais en fait, je veux dire, il faudrait distinguer deux cas de figure. Soit la personne interroge elle-même sur son propre cas, et on peut imaginer effectivement que la personne sait, quelque part dans sa tête, sait ce qui va lui arriver, mais elle ne le sait pas consciemment. Mais par contre, si on s'interroge sur le cas de quelqu'un d'autre, comme par exemple vous interrogez sur un homme politique, donc c'est pas vous n'êtes pas la personne. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qui vous permet de le savoir ? Parce que votre cerveau, normalement, il devrait savoir uniquement ce qui vous concerne vous. Mais non, quelle drôle d'idée. Non, mais on pourrait imaginer. On n'a pas pour faire. Est-ce que notre cerveau a un savoir universel ? C'est la question. Je fais quelquefois des jeux à des personnes qui habitent la province. Et il y en a certaines qui me sont très fidèles alors qu'on ne s'est jamais vu. Eh bien, je tombe juste. Oui, mais à ce moment-là, ça voudrait dire que nous avons un savoir universel. Vous voulez que ça soit moi qui réponde à la question ? Non, mais je veux dire, ça veut dire que moi, si je suis tarologue, je peux savoir des choses concernant n'importe qui. Écoutez, moi, ce que je peux vous répondre... Qu'est-ce qui me permet d'avoir cette capacité ? Si vous êtes tarologue, je vous le souhaite. Moi, en tous les cas, c'est ce qui se passe avec moi. Il y a des personnes qui m'appellent de la province parce qu'elles ont vu, par exemple, une publicité. Et elles me posent les questions, on raccroche, je fais les jeux, elles me rappellent, elles me disent c'est incroyable, vous avez vu exactement... Oui, mais là, elles ont quand même tiré le tarot, elles. Mais non, pas du tout. Vous ne leur demandez pas d'intervenir dans le tirage ? Mais non.
Non, parce que parfois on peut leur demander de dire des chiffres ou je sais pas quoi. Non, non, parce que ça durerait trop longtemps. Non, non, elles Ah, n'ont pas un jeu de tarot chez elles, elles n'ont pas un jeu de tarot oui, voilà, chez elles. c'est ça. Mais elles pourraient vous donner des chiffres qui vous permettraient de sortir des cartes. Oui, ça existe aussi ce système, mais non. Non. Donc vous faites le tirage à leur place en fait. Oui. Et donc vous interrogez, alors est-ce que vous interrogez votre propre subconscient ou est-ce que vous interrogez le subconscient des personnes qui vous consultent? Vous pensez que je suis apte à répondre à ça? On pourrait peut-être imaginer que vous interrogez, vous vous mettez en liaison avec le subconscient de la personne concernée. Peut-être. En tous les cas, moi honnêtement, j'ai pas vraiment de réponse. Parce que ce qui m'intéresse, moi, c'est de voir que les tarots parlent, que j'ai des bons résultats. Après, on peut effectivement passer beaucoup de temps à étudier d'où viennent ces bons résultats. Oui. Mais est-ce que vous faites ça depuis combien d'années, vous me disiez à peu près? 5 ans, 5-6 ans. Mais vous aviez déjà connu ça oui. Votre grand-mère bretonne. Oui. Mais est-ce que vous êtes amélioré au cours des 5 ans? Oui. Qu'est-ce que ça veut dire s'améliorer et progresser dans le tarot? S'affiner, oui. On s'affine, on est plus rapide, plus perspicace, bien sûr. Mais personne ne vous l'a enseigné en fait? Si, j'ai pris des cours. Ah oui, d'accord. Bien sûr. Vous me parliez d'une époque... On ne peut pas apprendre tout seul. Et ce sont ces personnes, comme vous disiez tout à l'heure il y a quelques minutes, vous disiez, finalement vous revoyez les gens avec qui vous aviez pris les cours? Oui. Parce que c'était un groupe. Il y avait des élèves en fait. Oui. Ah oui, d'accord. Oui, et puis on fait des ateliers, on organise des petits salons, des arts divinatoires. Oui, oui. Et vous pouvez me dire comment s'appelle cette structure? Parce que moi j'ai fait des enquêtes aussi, enfin des reportages sur des salons comme ça. Non, c'est pas dans un salon qu'on a appris. Vous voulez savoir quoi là aussi? Non, je voulais savoir si elle avait un nom, cette instance comme ça, cette structure. Le groupe que nous formons? Oui. Non, pas pour l'instant. Ah, mais peut-être oui que ça viendra. Oui. Parce que comme on a de plus en plus de projets ensemble. Alors, c'est ça. Oui. Et alors donc, comme vous étiez en train de me dire, comment ça se passe, donc les relations entre les tarologues? De quoi parlent-ils entre eux? Ils échangent des infos, des réflexions Écoutez, c'est une question... Parce que les astrologues travaillent beaucoup, discutent, se rencontrent beaucoup, et c'est pour ça que je vous pose la question. Les astrologues ont une grande vie sociale. Oui. Et on se dit, bon, mais les tarologues, moins probablement. Mais peut-être que c'est pas vrai. Alors là, je ne peux pas parler au nom de tous les tarologues. Nous, on est un groupe, on fait donc, comme je vous dis, beaucoup d'activités ensemble. On a de plus en plus d'idées. Et en plus, nous sommes amis. Donc, quelquefois, nous mangeons ensemble, etc. On se téléphone. Et comme tout le monde, si vous êtes banquier, vous ferez la même chose avec vos collègues banquiers. Si c'est un ami, vous parlez de votre vie. Par les bureaux. L'autre personne vous parle de la sienne. Et on parle aussi du travail. Et on peut quelquefois s'appeler pour dire qu'est-ce que tu penses de ce tirage, etc. Assez peu, mais ça arrive. Comme un médecin appellerait un autre médecin pour lui demander, tiens, j'ai un cas un peu spécial, qu'est-ce que tu en penses? Et là, vous lui téléphonez après, entre deux consultations, pendant la consultation, comment vous faites? Non, pas pendant la consultation, mais d'ailleurs, ça m'est jamais arrivé d'avoir besoin d'un renseignement quand j'avais une personne en face de moi. Parce que parfois vous avez des études, vous n'avez pas la personne en face de vous, vous avez le temps de faire. Voilà, les personnes qui sont de province ou autres. Vous ne le répondez pas tout de suite en fait. Non, on raccroche et elle me rappelle. Donc vous avez le temps à ce moment-là de faire un travail voilà, mais un peu bon, différent. C'est assez rare qu'on s'appelle. C'est assez rare quand même. Non, parce que nous sommes toutes professionnelles finalement, donc. Oui. Nous sommes assez sûrs de nous, quoi. C'est vraiment quand il y a un cas épineux et que le jeu est un petit peu flou qu'on peut éventuellement... Et vous, on vous appelle aussi à ce sujet? Beaucoup, oui. Et vous avez des lumières à apporter Oui, en général, elles ont toujours été contentes aussi des idées que je leur ai données. Oui, c'est bien, c'est un angle un peu différent qu'on ne connaît pas bien. C'est bien de connaître un peu plus les gens qui font du tarot, effectivement.
Mais comme je vous le disais, quand même, on a quand même l'impression que, comme vous dites effectivement, l'origine, on ne la connaît pas tellement bien. Vous savez, par exemple, regardez par exemple l'arcane de la mort, par exemple, eh ben, on a la même chose en astrologie, par exemple. On a la maison 8 qui est la maison de la mort. Donc dans certains cas, il y a une théorie que je vous signale, que j'ai développée, qui est d'ailleurs fondée, que autrefois, vous savez qu'en astrologie, il y a plusieurs formes d'images. Il y a les images du zodiaque, il y a les images des dieux, mais il y a aussi les images des maisons astrologiques. Et à la Renaissance, les maisons astrologiques avaient chacune une image. Et ces images ont disparu. Les astrologues les ont perdues, mais enfin, elles sont gardées dans certains ouvrages, mais les astrologues eux-mêmes, aujourd'hui, ils vous parlent de la maison 8, la maison 7, il n'y a pas d'image. Mais il semblerait que ces images aient bien existé, d'ailleurs, on les trouve, et que certaines de ces images aient été reprises dans le tarot. Donc le tarot serait en partie issu des images des maisons astrologiques. Est-ce que vous-même vous utilisez le tirage en 12? Oui. Vous le faites, le tirage en 12 oui. Parfois? Donc vous connaissez bien la signification des 12 maisons astrologiques. Oui. Par exemple, ça a un rapport avec la balance, celle-ci, la justice. Oui, mais ça c'est le signe, ça c'est les questions des signes zodiacaux. Oui. Alors, il y a les signes zodiacaux d'un côté, et puis il y a aussi des choses les maisons. Il y a les maisons. Les maisons qui également ont inspiré, par exemple, l'empereur, on pourrait dire à la limite que c'est la maison 10. Parce que c'est la maison de la réussite et des honneurs. Ça ne correspond pas à un signe zodiacal, ça correspond à une maison. Voyez-vous, montrez-moi encore, je regarde. Le pape, par exemple, ça serait la maison 9, enfin, etc. Ou, je sais pas, il y a quand même des rapports. Et par exemple, l'amoureux, ben, on pense à la maison. Il n'est pas là d'ailleurs, l'amoureux, je ne sais pas pourquoi. L'amoureux, voilà, on pense à la maison 7. La maison des couples. Voyez-vous, il y a des choses comme ça. Je vais changer la cassette.